Wingmaster, débrief du dimanche, il est parti, le voici, le voilà, avec Jérôme, ici présent. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous, bienvenue. Bon, merci, bienvenue, effectivement, merci de nous retrouver pour un contenu qui n'est pas en live cette fois. Des fois, vous le savez, on a des contenus en live, des fois des contenus enregistrés, comme c'était la Coupe Icare cette semaine, que ce dimanche, on ne sait pas quand ça va se terminer et que Jérôme était sur place. Donc voilà, on vous propose ce contenu enregistré qui est néanmoins très intéressant, vous allez le voir. Le sujet du jour, c'est « Et si j'essayais la précision d'atterrissage ?» En effet, c'est quelque chose, Jérôme, tu vas nous le dire, hein, que tu préconises quand on fait du parapente pour se poser. Et puis c'est aussi des compétitions maintenant, alors souvent amicales, et puis il y a même des championnats internationaux de précision d'atterrissage, une discipline nouvelle. Tout à fait, c'est assez nouveau, il y a quelques années, hein, c'est assez récent. La précision d'atterrissage est revenue dans le monde du parapente. À un moment, ça avait été un peu mis de côté. Et donc, on a des compétitions, on va dire, en France, que les clubs organisent. Après, il y a des championnats de France, des championnats d'Europe. Et d'ailleurs, petit coucou à Cathy DeVos, je ne sais pas si elle regarde, mais en tout cas, Cathy DeVos, éditrice chez Parapente Mag, qui a fini sur le podium des championnats d'Europe de précision d'atterrissage qui ont lieu la semaine dernière, je crois. Donc bravo, il y a l'équipe de France qui s'est bien placée. Coucou à Sam Sperber, Johan Thiriaz, j'en oublie, hein, je l'ai dit comme ça vite fait. Donc, il y a des Pascal Piazzalonga, exactement. Il y a vraiment des compétitions. Il y a une équipe de France, il y a une équipe de France. Et après, il y aura, je crois, les championnats du monde. Je ne sais pas du tout quand c'est. Et c'est possible que ce type d'épreuves devienne aussi au niveau des Jeux Olympiques possible, puisque c'est dans un cadre, on peut monter en treuillet, on peut être en plaine, donc c'est ça qui est intéressant, c'est filmable, facile à comprendre, voilà c'est filmable, on peut mettre des caméras partout et on se pose. Très petit, très cadré, on n'a pas besoin de décoller très haut, il suffit, je pense, de 200 ou 300 mètres pour faire la précision d'atterrissage. Allez, on va parler de tout ça, Jérôme, avant de développer le contenu de ce dont vous parlez aujourd'hui. Je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent sur ces Wingmaster débriefs, que vous regardez la chaîne bien évidemment gratuite sur YouTube, que Wingmaster, c'est aussi une masterclass très technique avec que de la vidéo, hein, c'est 100% vidéo, c'est unique. Allez voir sur le site wingmaster.top, 11 heures de vidéo, 21 épisodes. J'ai encore reçu des mails cette semaine de gens qui sont extrêmement satisfaits, qui me disent j'ai hésité à acheter et finalement je ne regrette pas mon investissement, c'est le prix d'une journée de stage, et vous avez toutes les techniques du parapente démontrées par Jérôme. C'est vrai que le parapente, Jérôme, quand on a un formateur, on apprend toujours avec une radio où on apprend avec quelqu'un au sol qui te remonte des schémas, mais on voit jamais vraiment comment pilote un pilote pro, j'allais dire, alors que toi tu le montres là, c'est ça aussi qui est bien avec cette masterclass. On voit pas comment le moniteur vole en fait, puisqu'il se filme pas en l'air, et on ne voit pas non plus comment les stagiaires qui sont en stage font, sauf sur les biplaces pédagogiques. Donc là, ça permet justement de faire un transfert, de faire un raccord. Comme c'est filmé en l'air, on voit exactement les mouvements, ce que ça veut dire, un petit terme TVA, timing, à quel moment on va freiner, V comme vitesse, à quelle vitesse on va freiner, par exemple, et A, amplitude, de quelle quantité on va freiner. Et ça, il n'y a que l'image en direct, en fait, en vol, qui peut montrer ce thème-là, si on ne parle que du débattement aux commandes. C'est vrai que moi, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses en travaillant avec toi et de voir comment tu travaillais et voir l'amplitude de ces mouvements. On se dit, au début, on a toujours un peu peur d'utiliser les commandes, les freins, le décrochage, etc. Et là, on voit qu'on peut faire des choses incroyables et que et c'est sans danger. Et donc, c'est hyper intéressant. Et puis, ça permet d'ancrer des choses que l'on a vues avec des professionnels, justement, en étant formés, et de les revoir après. Donc allez voir sur le site wingmaster.top, masterclass unique pour le prix d'une journée de stage. Jérôme, allez, on attaque, on va dans le vif du sujet. On est en version courte et en version talk tous les deux et non pas en live, donc c'est moi qui vais te poser les questions. Et si j'essayais la précision d'atterrissage? Alors j'en parlais tout à l'heure, toi tu le préconises dans Wingmaster d'ailleurs. La précision d'atterrissage, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir en tête quand on vole et que l'on doit se poser quelque part. Toi, tu dis, il faut viser un point et ne pas se poser, et plus le champ est grand, au contraire, plus il faut avoir un point précis où se poser, hein, c'est ça l'idée.
Tout à fait, c'est dans la progression, en fait, le fait de on demande souvent aux gens: «Est-ce que tu es capable de vacher?» c'est-à-dire poser un petit peu n'importe où. On peut nous répondre oui ou non et des fois dans le oui, en fait, dans la réponse oui, c'est oui, on est capable de poser dans un grand terrain. Par contre, si on questionne un petit peu dans le grand terrain, est-ce que tu es capable de poser un endroit précis de ce grand terrain? Là, déjà, ça commence à la réponse peut être un petit peu floue. Donc c'est ça, quand on parle de précision d'atterrissage, c'est être capable de choisir un endroit dans le terrain et de porter attention là-dessus, de se concentrer jusqu'au bout pour poser dans cet endroit en fonction de l'aérologie, en fonction de la forme du terrain. Donc il y a plein de facteurs extérieurs qui vont gêner ça en fait. Et c'est bien, je pense, ou ça apporte de la confiance d'être capable de travailler ça sur un site qu'on connaît, un terrain d'atterrissage qu'on connaît. Donc, on peut avoir un objectif de précision d'atterrissage sans faire exactement comme la photo qu'on voit Oui, sur la que l'on a vu, présentation, hein, parce que celle-là, voilà, celle-là, là, si vous ça est... posez, si vous posez, elle date d'aujourd'hui cette photo. Si vous posez Et c'est comme toi, hein. moi, et c'est moi. Donc, si vous posez comme moi sur une précision d'atterrissage, suivez Wingmaster. Hein, ça Bon c'est alors important. justement Jérôme, Bon. voilà la question, c'est comment on fait de la précision d'atterrissage tous les jours. J'allais dire quand on vole, il suffit de regarder un point, de pas le quitter des yeux, ou au contraire il faut prendre un point avant pour viser ce point. Qu'est-ce que tu préconises, comment on travaille? Alors dans la progression quoi, dans la progression, je veux dire plutôt dans le processus, quand on fait son approche, bien sûr, on a une idée de la forme du terrain, c'est la topographie, il faut qu'on se questionne sur l'aérologie, comment elle vend au sol, hein, puisque c'est à ce moment-là où on va revenir près du sol, donc il faut avoir la notion de vent au sol et non pas le vent qui est à 200 ou 300 mètres, qui peut être très différent. Et le premier point important, c'est déjà de choisir en l'air l'endroit où on va poser. Et l'endroit où on va poser doit être un endroit très précis. Donc ça, c'est la base. Et à partir de cette base, alors quand on dit l'endroit précis, c'est pas un endroit qui fait 50 mètres carrés. Hein. Ça peut être la taille, je sais pas, d'un ballon de foot, par exemple, pour vous donner une idée. Il faut vraiment partir sur quelque chose de très précis pour permettre de poser son attention sur quelque chose d'extrêmement précis. Et on Donc va, tu, comme donc tu tu le dis, vises, hein, à c'est ça, partir de là, tu vises ce point en fait. Tu ne une vises fois que tu pas as choisi avant ce ou point, après, voilà, tu vas tu tout restes faire concentré dessus. pour, voilà, tu vas tout faire, la construction de ton approche a comme objectif de finir sur ce point-là. Donc il faut pas le lâcher des yeux, il faut faire des essais de temps en temps, c'est-à-dire essayer d'aller vers pour se rendre compte qu'on est trop long, par exemple, donc de continuer ses virages ou de changer de trajectoire pour, que son angle de planée redevienne en cohérence avec l'endroit où on veut poser. Parce que quand l'angle de planée ne correspond plus à l'endroit où on veut poser, au lieu de changer sa trajectoire, on a tendance à lever les yeux, en fait, pour que ce soit plus confortable. Donc on se dit: «Ben, tiens, j'y arriverai pas, donc je regarde un peu plus loin» et tant que notre regard arrive dans le terrain, on va l'accepter, en fait, et donc de faire de la précision d'atterrissage, il ne faut pas lâcher ce point-là. Le but, c'est d'arriver dans cette zone, en fait. Voilà, Ok. donc il faut rien lâcher du tout jusqu'au bout. On lâche rien. Comment on travaille? J'allais dire là, maintenant tu nous as parlé de la technique, donc visuellement on ne lâche Oui. rien. Ensuite, comment je travaille? Je ralentis ma voile, je la freine, je peux la freiner un maximum, je fais des virages, je fais des S, il faut que je sois dans une longue ligne droite. Comment je travaille pour être précis? Alors, l'idéal déjà, c'est en approche d'être bien placé par rapport au terrain pour que vous puissiez rentrer quand vous le souhaitez en approche, quand vous le souhaitez en finale, en fait. Pour préciser, la finale, c'est la dernière ligne droite qui va vers votre point de posée. Et donc, on peut démarrer son final, en fait, quand on pense que c'est pas mal, qu'on va arriver dans la zone de posée qu'on a choisie. Il vaut mieux démarrer un petit peu trop tôt parce qu'il est toujours plus facile de dégrader son angle de planée que d'essayer de remonter, hein. On est en parapente, on n'a pas de moteur. Donc il vaut mieux à la rigueur démarrer trop tôt son final Donc pour être un peu haut. arriver trop haut, être un petit Hmm. peu trop haut. Si on est vraiment trop haut, en début de finale, on peut décider de faire un S, par exemple. Par contre, si on n'est pas énormément trop haut, donc ça, c'est vraiment visuellement qu'on s'en aperçoit. Là, on va éviter de faire des virages parce que les virages vont être imprécis, près du sol, ça va provoquer du roulis, donc c'est pas l'idéal. Il faut plutôt travailler sur un final qui est long et travailler son angle de planée sur ce final et notamment en jouant avec
la vitesse de vol. Plus on va ralentir sa voile, plus la finesse va être dégradée en fait. Donc on va aller moins loin globalement. Et donc, jusqu'où on va freiner, ça c'est toujours la question. C'est-à-dire qu'on va aussi, il faut pas oublier ou garder en tête que les basses vitesses sur des positions fixes de main en dessous des maillons des élévateurs, c'est souvent trop freiné. Si la position est statique au niveau des mains, le risque, c'est s'il y a un petit peu de turbulence, s'il y a un petit peu de gradient, par exemple, si l'aérologie est pas top, la voile pourrait partir dans un décrochage. Alors, comme on est près du sol, c'est pas terrible. Donc, il faut pouvoir freiner sa voile. Donc, juste en freinant, par exemple, la mi-frein, mais au niveau de la poitrine, on va voir tout de suite que son angle de planée se dégrade et on peut jouer avec ça. C'est-à-dire ensuite remonter les mains pour de nouveau avoir de la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à faire en finale. La première, c'est gérer son angle de planée, essayer de le caler pile vers l'endroit où on veut aller et ne pas oublier en fin de finale d'avoir assez de vitesse pour pouvoir arrondir en fait. Donc c'est deux étapes complètement différentes, quoi. Si on arrive en trop basse vitesse au moment du poser, on peut poser précisément mais sans arrondi du tout, quoi. Donc c'est peut-être pas très confortable. Donc c'est toujours ce truc sur lequel il faut jouer, quoi. Ok, et qu'en est-il, Jérôme, d'autres techniques, j'allais dire, là on va peut-être rentrer dans des trucs un peu plus pointus. Évidemment, on connaît le pumping, on voit des gens en faire, peut-être qu'on ne le maîtrise pas tous. Est-ce que ça s'utilise? Je suis sûr va avoir dans les questions, est-ce que c'est déjà arrivé dans les Wingmasters, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire les oreilles? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour dégrader ou quand on est trop haut, pour aller vite descendre, j'allais dire vite entre guillemets aussi, ce qui peut être dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Alors la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut le faire en fait. Si c'est en début de finale, oui, on pourrait penser pouvoir faire les oreilles, mais quand on fait les oreilles, c'est pas très précis au niveau de l'angle de planée. C'est vraiment si on est très haut et très loin à la rigueur, on peut faire les oreilles au lieu de faire des virages, mais peut-être que les virages sont plus pertinents. Donc les oreilles, c'est pas super pour travailler la précision d'atterrissage. C'est-à-dire que dans la phrase précision d'atterrissage, il y a aussi de la précision de pilotage. Donc les oreilles, c'est un peu antagoniste avec la précision. Donc il vaut mieux garder voile ouverte et tout piloter au frein pour avoir les trajectoires les plus précises possibles, gérer son angle de planée. Ensuite, l'histoire du pumping. Donc si on ne sait pas le faire, on ne va pas l'inventer du tout sur des premiers essais, on va dire. Il faut Et l'avoir si on le testé fait, on avant. peut le faire à la rigueur assez haut. En pompant, ça veut dire descendre les mains basses, mais les remonter complètement pour que la voile remorde et revole, ensuite la ralentir assez brutalement et remonter les mains. En fait, dans ce type de manœuvre, il faut surtout pas rester les mains basses. En fait, c'est ça le risque. C'est si on reste les mains trop basses dans le pumping, c'est-à-dire si on fait un pumping main basse, ça c'est dangereux en fait. Et le pumping, On peut le justement, voir pour que ce dans, soit pas dans le dangereux, c'est Wingmaster bien remonter les précédent, mains. Exactement. voilà, sur Il le faut crash bien que j'ai pu remonter les avoir, mains. voilà, Voilà. en laissant les mains Pour basses, quoi. éviter exactement. Alors que au début de ton pumping, tu avais les mains hautes, ça marchait bien et à la fin, ce sol se rapprochant, c'est-à-dire que ton débattement de commande s'est déplacé vers le bas, en fait. Et donc là, on est trop proche des basses vitesses, la voile ne revole pas assez, donc on est proche du décrochage. Donc comme on est près du sol, ça finit par toucher. Donc il faut faire attention à ça. Donc le pumping, si vous savez pas le faire, l'inventez pas, parce que si vous cumulez pumping plus précision d'atterrissage précise et tout, ça fait trop de choses en même temps. Donc, il faut séparer les choses. Par exemple, apprendre à faire du pumping, ensuite apprendre à faire la précision d'atterrissage et à la rigueur, après, cumuler les deux. Mais l'idéal est de faire une longue finale pour gérer son angle de planée et essayer d'arriver en ligne droite sur la cible, en fait. Et donc, on va plutôt utiliser les basses vitesses, mais pas obligatoirement en pompant, en faisant du pumping, mais en utilisant les basses vitesses. Mais là, le truc, c'est de ne pas aller les mains trop basses pour pas avoir les mains basses longtemps près de la zone de décrochage. Ça, il faut être super vigilant avec ça. Donc en fait, comme tu le dis, la précision d'atterrissage, ça dit bien ce que ça dit. C'est pas seulement être précis sur un point, ça veut dire aussi piloter sa voile jusqu'au dernier moment. Donc ça veut dire toutes ces techniques qui dégradent, tu les fais dans ta dernière ligne droite au début, mais à la fin, tu essayes d'être précis à la aussi fin, pour il faut pouvoir être très vigilant. récupérer, quoi. Exactement. C'est-à-dire que la priorité sur la fin va être plutôt le poser, en fait. Le poser en lui-même pour poser debout,
pour poser à la rigueur avec un bon arrondi plutôt qu'arriver fort verticalement. Donc on va plutôt bosser là-dessus sur la deuxième partie en fait, sur le poser, donc ça devient la priorité. Donc comme ça devient la priorité, c'est-à-dire que la priorité n'est plus la précision d'atterrissage, donc on accepte de ne pas faire la cible, mais de poser bien en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à séparer les deux, c'est-à-dire vous pouvez vous entraîner à poser sur des trucs très précis, mais il ne faut pas en même temps apprendre, en même temps que poser précis, apprendre les basses vitesses, ça fait trop de choses en même temps en fait. Vous pouvez séparer les deux. Apprendre déjà les basses vitesses, comment utiliser les basses vitesses dans le final, et apprendre d'un autre côté la précision d'atterrissage, c'est-à-dire être, on va dire, être habitué à poser sur quelque chose de très précis, et puis vous allez cumuler les deux après. Parce que le risque, c'est de vouloir poser très précisément à la fin, et on s'endort un peu sur les commandes, et on finit par décrocher, quoi. Justement, Jérôme, et on va passer à la partie compétition parce que, comme tu le vois, il reste 4 minutes. Voilà, comment on en arrive à ce genre de photos? Alors là, c'est de la compétition. On voit qu'il y a une cible. Ouais. On voit qu'il y a une cible, voilà. Et on voit que, donc, c'est ce que tu disais, c'était ce matin. Tu as voulu faire la cible, tu as raté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à ça? Eh bien, c'est exactement, je suis arrivé un peu trop haut sur la cible, mais beaucoup trop haut. Alors, il y a aussi un élément là qu'il faut tenir compte, c'est que c'est une voile de performance. Et en général, plus vous avez une voile de performance, plus la précision d'atterrissage devient technique parce que les voiles de performance aiment moins les basses vitesses que des voiles ENA ou ENB. Donc, les compétitions de précision d'atterrissage sont faites avec des voiles d'apprentissage en fait. Des voiles très faciles qui ont un gros débattement aux commandes, qui acceptent les basses vitesses, etc. Et là, ça n'est pas accepté. Qui sont pas trop performantes. Ah ben là, ça l'accepte un petit peu moins. D'où la photo. Alors, je suis arrivé un petit peu trop sur la cible, et bien, comme c'était le challenge, c'est-à-dire poser sur la cible, j'ai été chercher les basses vitesses trop bas. À la rigueur, je me suis dit, je vais tomber verticalement dessus. Mais comme j'étais 50 cm trop haut quand ça a décroché, j'ai eu une bascule arrière. Okay. Donc la voile décroche, elle part derrière moi. Et c'est pour ça que j'arrive là sur les pieds, puis sur le dos. Mais on voit la photo quand j'ai fait pied-dos, en fait. Et c'est ce qui explique cette bascule arrière, en fait. Et donc quelqu'un t'a pris aux photos à ce moment-là. Je lis le photographe. Ah bah oui. On sait qui est le photographe. Tu as le nom du photographe. Oui, je crois que c'est Bébert Chatin qui était là, en fait, un des organisateurs. C'est le challenge des moniteurs, là. Et là, il y a bien la cible et le jury à côté qui mesure, en fait, à quel endroit on pose et qui va mesurer par rapport au centre. Mais là, tu as une note artistique au moins. Ah ben voilà, on en parle, donc c'est cool. Donc le truc, c'est que pour que ça marche, il faut poser et rester debout en fait. Donc là, j'ai bien touché la cible, mais avec la bascule arrière, je suis pas debout, donc ça vaut 0, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Je viens de toucher la cible. Ah mais tu avais touché la cible quand même et tu es tombé au dernier moment, donc tu t'es pas fait mal. Est assez importante, hein. C'est-à-dire que la voile, elle part vraiment derrière, elle te projette derrière, et donc l'élan vers l'arrière me fait dégager du truc, quoi. Donc ça vaut 0, quoi. Voilà. Mais heureusement que tu étais près du sol, et c'est ça le danger, c'est là, ce que tu dis. Donc attention aux basses justement. vitesses et attention alors quand on rentre dans la compétition. Alors il y a des compétitions amicales maintenant, bien Jérôme, et j'aimerais faire un petit coucou aux hommes oiseaux de Haute-Loire. Il y a une compétition de précision d'atterrissage le 8 ou le 9 octobre 2022 à Retournac. Allez voir sur hommeoiseau.com et Wingmaster participe voilà pour la première fois à un événement comme ça. On offre quelques petits cadeaux sur place, notamment une masterclass au dernier. Voilà, ça veut dire que le dernier qui n'arrive pas, il a besoin de ça. C'est pour ça on dit on ne perd jamais, on apprend, on gagne ou on apprend, quoi. Voilà. Ouais, exactement, Jérôme. Voilà, il y a des compétitions amicales, c'est sympa de se tester, mais attention justement au danger d'être pris par le fait de vouloir se poser absolument. Et attention à ces risques, hein, restons dans ce que l'on sait faire, hein, Jérôme. Tout à fait, mais c'est pour ça en même temps ces compétitions permettent d'apprendre, de voir comment ça se passe et de vraiment essayer de se concentrer sur sa manière de faire son approche, parce que la précision d'atterrissage commence déjà dans l'approche, la visualisation du terrain, la visualisation, l'observation de l'aérologie et tout pour être au mieux, et ensuite on va petit à petit se rapprocher de la cible en fait. Mais c'est parfait parce que le côté challenge, compétition amicale permet ce challenge de vous challenger, de vous donner de la motivation pour essayer de savoir où vous en êtes de votre précision d'atterrissage. Bien sûr, il faut faire gaffe aux basses vitesses près du sol. Les clubs organisent des précisions d'atterrissage sur des week-ends comme ça de manière amicale. Après, il y a des compétitions toute l'année organisées par la FFVL, donc par le biais des clubs,
où là, vous pouvez monter en grade comme ça, et puis après participer à des compétitions régionales et voir plus loin sans problème si ça vous intéresse en fait. Il faut des voiles très faciles, et après ce qui est intéressant après dans la compétition, c'est il y a une tactique en fait de compétition, quelle sellette il faut avoir, etc. Donc avec un cocon, c'est toujours plus compliqué qu'une sellette assise. Voilà, parce que c'est le premier truc qui touche par terre à côté de la cible qui compte en fait. Donc être bien debout, voilà, et ça on apprend ce genre de trucs sur ce type de compétition. Ça peut être très intéressant, très motivant, très challengeant, donc ça peut être bien. On peut apprendre, Jérôme, également en stage. Et comme tu le dis, en fait, on fait de la précision à chaque fois. Mais est-ce qu'il y a des stages aussi de précision d'atterrissage, ou est-ce qu'on se donne aussi comme objectif à chaque stage que l'on va pouvoir faire de aussi se poser de façon précise? Comme tu le disais, Alors peut-être que comme aussi un ces challenge compétitions quotidien. Ouais. arrivent, peut-être il y aura des stages spécifiques pour la précision d'atterrissage, mais orientés compétition. Sinon, sur les stages, en fait, on demande aux gens où est-ce qu'ils en sont au niveau aux pilotes, où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur approche et de leur posée. Et là, on touche le point, est-ce que tu es capable de poser où tu veux dans le terrain, par exemple? Ça, c'est la phrase assez classique. Et on va vérifier ça. Le pilote va s'auto-évaluer par rapport à ça. Il va dire, voilà, je souhaite poser à tel endroit. Et il va s'auto-évaluer. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il pose à 5 mètres ou est-ce qu'il pose à 50 mètres? Ce qui n'est pas la même chose. S'il pose à 50 mètres, ça va permettre de revoir un peu son approche, comment il fait, etc. Essayer de casser certaines croyances du style, il faut pas que je ralentisse ma voile en début de finale, il faut pas que je fasse des virages près du sol. Ça, ce sont des croyances et qui vont aller à l'encontre d'un posé très précis, en fait. Donc, ça peut remettre en cause ça et donc apprendre des nouvelles techniques, quoi. Tout à fait. Bon, super. Voilà. On a fait un peu le tour de la précision d'atterrissage, de ce qu'on pouvait poser de façon théorique en tout cas. On en reparlera certainement dans un live en montrant des vidéos, en montrant, j'imagine, des chutes. Voilà aussi parce que les précisions d'atterrissage aussi, il y a des choses hyper. On peut voir sur YouTube drôles où on arrive à poser la pointe du pied pile au milieu, Exactement. ou alors des gens qui se plantent complètement en pensant poser et un petit coup de vent à la fin et on sort de la cible. Donc c'est assez rigolo à voir. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube. C'est que le fait d'avoir un challenge sur la précision d'atterrissage permet de se questionner sur comment on fait son approche, comment on est dans la sellette, comment on sort de sa sellette, quel régime de vol on adapte en approche et en finale. Donc d'un coup, par un petit challenge, ça questionne tout ce qu'il y a autour en fait. Parce que quand on pose sur la cible, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a construit autour? Et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc par le biais de la précision d'atterrissage, on va remettre en question sa manière de faire avant en fait, sa construction de son approche et tout. Et c'est aussi une façon ludique de faire du parapente en se donnant un objectif et voilà, quelque chose d'assez sympa. Et c'est ludique et ça permet ensuite en cross d'être plus serein, d'être plus confiant quand on doit poser dans des endroits qui ne sont pas prévus à l'avance et qu'on observe que du ciel. Et là, ça donne une grande confiance par rapport à ça. Merci Jérôme, merci pour tous ces conseils, toutes ces informations et on se dit à bientôt pour un prochain Wingmaster débrief. Vous en avez l'habitude, c'est chaque semaine. On se dit certainement à dimanche prochain. Wingmaster on Fire, c'est parti. Allez, à très vite. Ciao. Merci beaucoup Jérôme pour toutes les infos. Ciao, ciao.